On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on parle de l'enjeu des télévisions communautaires locales comme celle que vous regardez en ce moment avec le président de la Fédération. Mais d'abord, faisons un peu le bilan des travaux des derniers mois dans le Vieux-Saint-Jean avec l'entrée nord. Il y a eu des entraves quand même assez importantes. Il y aura une ouverture prochaine et temporaire pour quelques mois. On en discute et on fait le tour de la question avec un ingénieur à la ville, mais aussi la responsable du développement économique. À quelques jours de Noël, c'est bien de faire le bilan des travaux de l'entrée nord dans le Vieux-Saint-Jean. Travaux, évidemment, qui ont duré plusieurs semaines, qui ne sont pas terminés, quoiqu'il y aura une pause durant l'hiver. On en discute et on fait le bilan avec deux invités. D'abord, Sophie Latour, qui est coordonnatrice au développement économique à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Louis Poulain, qui est ingénieur de projet à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Les travaux ont commencé à quel moment et à quelle étape en sommes-nous rendus maintenant? Bien, les travaux ont commencé cet automne, en septembre 2015. On était bien contents de lancer les travaux. Là. Ça faisait quelques années qu'on était prêts puis qui étaient reportés, on avait des problématiques avec la compagnie de chemin de fer, bien, finaliser les ententes. Alors, les travaux ont vraiment démarré là, tout de suite après le long congé de la fête du travail en septembre, où progressivement, les entraves puis les travaux là, importants, c'est des travaux de structure, là, donc toutes d'infrastructures qui se sont réalisés cet automne. Là. Bon. Et là, on est rendu maintenant à quelle étape dans cet échéancier des travaux? Bien, on tient le calendrier, c'est ça qui est fantastique. Ouais. On a, avec l'entrepreneur, avec l'équipe chargée de projet de la Ville, l'échéancier prévu a vraiment tenu tout au long de l'automne. On ferme le chantier le 18 décembre, donc vendredi cette semaine, pour vraiment permettre l'accès. Le pavage est en train de se compléter pour vraiment permettre l'accès pour la période hivernale, le déneigement et tout ça, et l'accès complet au commerce. Là. Bon. Louis Poulain, qu'est-ce qu'on a fait durant ces derniers mois, ces dernières semaines? Comme dit Sophie, évidemment, c'est des travaux importants, travaux de structure. Vous avez creusé, on l'a vu, là, les gens qui circulaient à pied pour quand même aller visiter les commerces, et fort heureusement d'ailleurs. Dans le fond, donc, ces travaux-là consistaient en quoi? Bien, depuis que les travaux sont débutés en septembre, on a tout exécuté la mise en place des conduites sanitaires, conduites pluviales, aqueducs pour desservir les citoyens, les riverains. Toutes ces installations-là sont faites, les nouvelles bonnes fontaines, les nouvelles vannes, etc. Ensuite, l'entrepreneur a procédé à la mise en place des services enfouis, les services d'utilité publique, Bell Canada, Hydro-Québec, Vidéotron, Fibre Noire. D'ailleurs, ces services-là ne sont pas terminés d'être exécutés. Il y a eu des excavations faites exprès pour inclure ces services-là dans les conduites, si on veut, bétonnées, dans lesquelles, plus tard, il va y avoir des fils électriques, des fibres optiques qui vont passer, des câbles téléphoniques, etc. Tout va être remis souterrain. On avait installé, durant les travaux, un réseau de surface, notamment pour l'alimentation de certains services, entre autres l'eau. Ça, maintenant, est-ce que pour les semaines et les mois à venir, durant l'hiver, est-ce que le raccordement aux établissements, aux bâtisses est complet? Oui. Le réseau temporaire a été mis en place au début des travaux parce qu'il fallait faire des raccordements pour faire les changements d'aqueduc. Le réseau temporaire a été enlevé sur la rue Foch il y a à peu près 3 à 4 semaines. Ça veut dire qu'à partir depuis 3 ou 4 semaines, tous les résidents, les citoyens qui sont branchés à partir de l'aqueduc sur la rue Foch, eux utilisent le réseau d'aqueduc de la ville de Saint-Jean. Donc, il est en opération, il a été nettoyé, tout ça, l'eau est potable, etc. Pour la rue Champlain, le réseau temporaire a été enlevé il y a environ 2 semaines. Donc, eux utilisent, les commerces, ainsi que principalement des commerces, utilisent le réseau d'aqueduc de la ville depuis ces 2 semaines-là. Ça veut dire qu'à partir de maintenant ou à partir de 2 semaines, il n'y a plus de réseau temporaire d'aqueduc. Il n'y a plus d'alimentation en eau temporaire qui vient d'un aqueduc temporaire. Pour l'ensemble du territoire visé par les travaux. Pour l'ensemble du territoire. Autant des commerçants que des résidents également. Exactement. Bon, à partir du moment donc, où on ferme le chantier le 18 décembre, on donne une couche de pavage. Sur la rue et les trottoirs. Sur la rue et les trottoirs. Oui. Dans le fond, comment je dirais, c'est une phase un peu, disons, de pause où, disons, ça va être temporaire durant quelques mois parce qu'il y aura une reprise au printemps prochain pour compléter les travaux. Tout à fait. Mais même cet hiver, il va y avoir des travaux qui vont se poursuivre. Toutes les RTU qu'on appelle, là, je te laisse Qu'est-ce que c'est des RTU? Les réseaux techniques urbains enfouis. La couche de pavage est mise là uniquement pour faciliter le déneigement l'hiver, que ce soit propre et que ce soit accessible pour la plupart des gens qui veulent y circuler.
Les réseaux techniques urbains enfouis vont probablement se terminer cette semaine, mais il va en rester peut-être encore pour une semaine ou deux après les vacances de Noël. L'entrepreneur n'aura pas complètement terminé pour différentes raisons. Mais ça, il peut poursuivre les travaux, là, même si le pavage a été fait puis il y a une circulation. Bon, au niveau des gros travaux, donc janvier, février, mars, on est en pause? Bien, ce n'est pas réellement une pause. En pause. Durant janvier, février, mars et avril, les RTU devraient être complétés, d'être installés. L'entrepreneur va procéder au mandrinage, ça veut dire qu'il va passer un mandrin dans la conduite pour les nettoyer, pour voir s'il n'y a pas d'obstruction, etc. Suite à ça, les services d'utilité publique vont venir tirer leur fil jusqu'en avril-mai. Ah oui. Pour, après ça, mettre en service le réseau souterrain, c'est-à-dire mettre l'électricité, mettre le câble, mettre ça là-dedans. Et ça va se faire quelque part au printemps. Au printemps, dans le fond, les commerces et les résidences qui sont touchés vont être rebranchés sur le nouveau réseau qui aura été enfoui pendant l'hiver. Bon. Au niveau des entraves à la circulation, parce qu'on le sait, évidemment, les derniers mois ont été âprement difficiles, notamment pour les commerces visés, quoique les clients ont quand même été assez fidèles. Oui. Assez surprenant. J'ai pu faire le test à quelques occasions et de voir, entre autres, au Mannequin Piste, rentrer puis voir plein de monde dans le restaurant. Oui. C'était étonnant de voir ça parce que c'était vraiment compliqué de s'y rendre. Donc, les gens ont été fidèles, mais au-delà de ça, les entraves qu'on a connues au cours des derniers mois, là, ce genre d'entrave-là à la circulation des piétons ou des automobiles, pour les prochains mois, il n'y en aura pas, là. Ça va être, ou s'il y a des entraves, ça va être mineur, vraiment, là. Mais au printemps, plus tardivement, au printemps, dans le fond, après le dégel, il va y avoir les travaux qui vont débuter dans les stationnements, les stationnements qui sont aux abords de la rue Foch. Alors là, il va y avoir les travaux qui vont se réaliser là. Il y aura quelques entraves. Et à l'automne prochain, il va y avoir les travaux, dans le fond, le pavage va être retiré de finition. Pavage final et les trottoirs en pavé de béton, bordure de granit. Dans et ça va se faire à l'automne prochain? Oui. Sur la rue Champlain, ça va se faire à l'automne. Sur la rue Foch, c'est prévu à partir de mai-juin. Ça veut dire qu'à partir de mai-juin, ils vont enlever graduellement ou peut-être d'un coup le pavage. Ils vont refaire le pavage puis les intersections en pavé de béton. Après ça, septembre, ils vont faire le pavé de béton. Pour minimiser les impacts au niveau des commerces. C'est le calendrier, c'est vraiment le calendrier qui a été retenu. C'est primordial, l'impact au niveau des commerces. Donc, l'impact étant quand même assez important au niveau des entraves, donc le moment le moins pénible pour le faire, après la saison septembre, estivale. octobre, novembre. Exactement. Fin août, début septembre. Là. Comme un peu les travaux prochain, est-ce qu'on aura le même genre d'entrave à la circulation? Pas aussi majeur quand même, mais il y aura des entraves puisque quand même les pavés de béton, c'est quand même un travail colossal. C'est des équipes sur place, mais ça n'a pas le même impact puisque l'accessibilité au commerce au niveau des piétons, ça va être beaucoup plus facile quand même. Là. Il n'y aura plus d'excavation importante dans les chaussées. Là. Au niveau du travail de finition, donc au niveau du pavé et tout ça, les trottoirs et la rue, est-ce que ça va ressembler, disons, visuellement à ce qu'on peut connaître ici du côté de l'entrée sud, pas très loin du Nautique? Est-ce que visuellement, ça ressemble à ça? Oui, il y a eu des petits ajustements au niveau, là, justement, suite aux travaux de l'entrée sud, au niveau des couleurs, pour favoriser, on s'est rendu compte qu'aux intersections, de modifier un petit peu les couleurs de pavés pour qu'il y ait un plus grand contraste, pour que ça soit plus facile pour les automobilistes. Donc, certains pavés comme ça, au niveau, la même chose au niveau des stationnements, stationnement sur rue, pour pas que ça tache. On s'est rendu compte que le pavé était un peu plus pâle, que ça tachait. Donc, des améliorations comme ça là, qui ont été apportées là, au niveau des matériaux, mais essentiellement, le concept demeure le même. Là. Au niveau de la circulation automobile, suivant le plan qui avait été déterminé, donc dorénavant, les gens vont circuler, dans le fond, si je pars de la station-service où il y a Pizza Richelieu, et si on s'en va vers le Vieux-Saint-Jean, donc la portion qui était sous le viaduc, elle, va faire comme une espèce de L jusqu'à la Trinquette, c'est bien ça? Mais pas cette année, dans la phase 2. Dans la phase 2. Cette année, c'est vraiment la rue, à partir du 18 décembre, là, la rue Champlain. Uniquement. Oui, qui va être dans les deux sens. Double sens. Donc, la rue Champlain sera à double sens devant les commerces là, de Pizza Richelieu jusqu'à la Trinquette. Jusqu'à Foch, jusqu'à la rue Foch, après la voie ferrée. Donc, en direction sud et en direction nord. Et là, quand on arrive à Foch, évidemment, Champlain est à sens unique. Direction nord. Direction nord. Et là, on peut circuler sur Foch à gauche et à droite. À droite. En double sens sur Foch. C'est ça, double sens également. Pour aller ça, c'est permanent, là. Sur la rue Champlain, c'est pas temporaire. Et ça va être comme ça une fois les travaux terminés. Ça va être comme ça une fois les travaux terminés. Oui. Bon, parce que tantôt, c'est drôle, je m'en venais ici et je me promenais dans le quartier Notre-Dame-Auxiliatrice pour me rendre compte qu'on a changé des sens uniques, là, avec Salaberry et Notre-Dame. Et là, il y avait un peu de confusion. Tantôt, j'ai vu des véhicules qui n'étaient pas dans la bonne direction. Ces sens uniques-là ont été changés ce matin, justement. Ah, c'est ce matin? Oui, bon, c'est ça. Tantôt, j'étais pas loin de l'ancienne église Notre-Dame. C'est ça.
Et là, je regardais les affiches sur Saint-Louis, et là, c'était très drôle de voir les gens qui... Oui, ça a été fait ce matin. C'est en prévision, justement, de rétablir une double circulation sur Champlain. Il y a des rues qui sont un petit peu moins larges, donc favoriser vraiment l'accès vers le sud de la ville et après ça va faciliter la fluidité. On fait référence à ce matin, puisqu'au moment d'enregistrer cette émission, nous sommes le mardi 15 décembre, donc je vais juste le signifier pour les gens qui regardent peut-être l'émission en différé. C'était quoi le plus grand défi au niveau des travaux? Est-ce qu'il y a eu des mauvaises surprises ou des trucs plus faciles ou plus compliqués que vous l'auriez prévu? Oui, on a eu quelques surprises. Le plus grand défi dans un mandat, quand on a des travaux comme ça, c'est de l'échéancier, c'est de conserver l'échéancier. Puis à ce niveau-là, c'est un défi qu'on a relevé, je pense, de façon efficace, là, parce que, grosso modo, il y a à peu près, je dirais, 5 jours ouvrables de retard à cause justement des RTU. Il y a eu le défi aussi dans ça, c'est d'avoir les autorisations des différents partenaires comme Hydro-Québec, Bell Canada, Vidéotron. Un défi logistique, là. Parc Canada, CMQR, la voie ferrée, là, ça prend des autorisations avec ces gens-là, puis c'est normal. Donc ça, c'est un défi qui va très bien, par contre. On a une excellente collaboration avec ces partenaires-là. Et puis quand vous avez excavé, est-ce qu'il y a eu des mauvaises surprises? Ou non, bien, on a eu des mauvaises surprises. Oui, peut-être à un endroit ou deux où est-ce que c'était pas comme on avait prévu, parce qu'il reste quand même que c'est le vieux Saint-Jean. On ne peut pas tout prévoir. On n'a pas de plan tel que construit. À l'époque, ils ne faisaient pas nécessairement des plans tels que construits. Ça remonte assez longtemps, ça, ces conduites-là. Bien, il y a des conduites, oui, qui remontent de près 80-90 ans. Il y a même des conduites, je ne sais pas, c'est sûrement pas de l'aqueduc, mais en bois qui ont été découvertes. Comme il y en avait du côté de la 5e à Iberville. Exact, c'est ça. Ils ont trouvé des vestiges. Oui, des il y a des fouilles archéologiques dans certaines excavations. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un vase, on a trouvé une noix de coco. Oui, c'est ça. Il semblerait qu'à l'époque, dans les fin des années 1800, il y avait des gens qui importaient des noix de coco pour faire, je sais pas quoi. Relié aussi à la poterie. Ouais. Donc, c'est le fun. Et dans tout ça, Sophie, comment se portent les commerçants? Bien, c'est certain que nous, on a travaillé beaucoup en amont avec les commerçants là, depuis presque 3 ans, à les rencontrer, les accompagner, qui se préparent aussi, qui soient conscients de l'ampleur des travaux. Ça a été implanté aussi au niveau même du devis. Quelque chose de complètement nouveau pour la Ville, d'implanter justement des mesures d'atténuation à l'intérieur du devis. Je vous dirais que l'automne s'est bien déroulé. La dernière portion était un petit peu plus difficile pour les commerçants, là, justement avec les RTU, où finalement l'accès, le trottoir, il n'y avait plus de trottoir, des passerelles. Alors c'est certain là, que là, on était au summum, au maximum là, des excavations, tout ça. Mais effectivement, comme on a travaillé beaucoup en amont, comme vous disiez, les restaurants, leur clientèle, on a pu fidéliser. Il y avait des enseignes. Puis des fois, ce que j'entendais de rassurant, c'était que c'était la clientèle qui disait aux commerçants, bien, il ne faut pas lâcher, c'est des bonnes nouvelles, ça va être beau, ça va être une plus-value. Donc, ça remontait un petit peu le moral des commerçants. On a essayé vraiment de minimiser les impacts. Tout n'est pas parfait, mais donc là, à compter du 18 décembre, donc une pause pour les commerçants. Pour Noël. Pour Noël et les prochains mois. Il y a quand même des travaux qui se continuent, mais sans trop d'entraves. Ça va probablement avec des entraves mineures. Mais il y aura d'autres entraves quand même assez importantes l'automne prochain pour la finition. Possiblement en mai, possiblement en mai sur la rue Foch, là. Mais pas le même impact au niveau du tissu commercial. Tissu commercial, pardon. C'est moins épeurant aussi pour les gens qui circulent quand il n'y a pas de grosses excavations. Là. Tout à fait. Les trottoirs, c'est des excavations, mais ça et là, la prochaine étape où on va vous rencontrer, ça va être pour le Pongon, j'imagine? On espère que ça va être l'année prochaine. C'est ça. À vous deux, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec.
À chaque année, c'est important de faire le point sur l'avenir des télévisions locales telles que vous en regardez une actuellement. Et d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse parce que c'est notre première semaine de production avec des caméras en haute définition en HD. Donc oui, on vient de prendre le virage HD. Par contre, si vous nous regardez à la position 09 de Vidéotron, vous ne voyez peut-être pas le plein rendement. Par contre, si vous regardez cette même émission en version YouTube, vous serez alors pleinement en haute définition. Bref, question de faire un peu le tour des enjeux avec nous. Le président de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, et il est aussi directeur général de la télévision de la Rive-Sud du côté de Longueuil, Sylvain Casavant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. On est en HD, mais les gens qui nous regardent actuellement à 09, là, oui. Ils ne nous voient pas vraiment en HD. Non. Non. C'est-à-dire qu'il faut faire une distinction entre la production HD, puis on le répète souvent, pour que les gens comprennent bien la nuance. C'est-à-dire, là, il y a la production HD, comme maintenant, ici, et la diffusion HD, où là, c'est deux distinctions. Tu l'as mentionné en introduction, c'est-à-dire si on veut que les téléspectateurs à la maison puissent comprendre et apprécier pleinement tout ce que la haute définition peut permettre, il faut avoir une télé HD, mais aussi un décodeur HD. Ça, c'est pour les gens à la maison. Pour ceux qui produisent, c'est-à-dire les télévisions locales telles que TVHR ici, même chez nous, et même pour l'ensemble de la province et même du Canada, c'est-à-dire que là, il faut produire en HD, donc d'avoir des caméras HD. Ce qu'on a. Exactement. Mais il manque un bout. Il manque un bout, la diffusion. Bon, il manque quoi? Qu'est-ce que ça prend pour diffuser au 609? Je ne voudrais pas tomber dans l'aspect technique parce qu'il y a peut-être des dimensions. Ça prend des équipements. Assurément. Qui coûtent cher. Qui peut coûter cher, oui. Qui sont payés par qui? Là, c'était la grande question. Là, c'est de la politique. Là, on tombe dans la politique, oui, okay. Tout à fait. Mais ça reste l'enjeu majeur parce que si les gens sont équipés pour nous regarder HD, que nous, on est équipés pour produire HD, et qui manquent des équipements pour diffuser HD. Puis on le sait, des télévisions communautaires autonomes, ce sont des organismes à but non lucratif qui ne roulent pas sur l'or nécessairement. Donc, comment on fait pour diffuser au 609? Là, c'est une grande et très grande question. Il y a des écoles de pensée, tu le mentionnais. Je suis d'accord avec ce que tu mentionnes, c'est-à-dire que là, il y a un aspect politique. C'est-à-dire qu'il y a une question réglementaire, c'est-à-dire au CRTC, qui oblige les câblodistributeurs à distribuer un signal d'une télé communautaire locale. C'est-à-dire, on prend l'exemple ici, TVHR, etc. Là, il y a un petit flou. Il y a un flou au niveau de la réglementation du CRTC qui permet aux câblodistributeurs de dire, oui, on va vous le permettre si on peut, si on a l'argent, et si on a l'argent, les moyens, les ressources pour le faire, mais le CRTC nous permet de vous facturer. C'est ce qu'on pourrait vous permettre de diffuser au 609. Bon, mais ça, est-ce que c'est un enjeu qui va être discuté prochainement au CRTC ou avec les câblodistributeurs dont Vidéotron? Non, pas encore. Non, parce que malheureusement, pour des questions de timing, les licences des câblodistributeurs sont renouvelées de façon administrative, ce qui fait en sorte qu'on pourrait soumettre au CRTC, on pourrait évoquer au CRTC de dire Vidéotron devrait nous permettre, et ça sans frais, d'être au 609. Le CRTC, ce qu'on pense, c'est que le CRTC va dire, là, on ne discute pas de la licence, mettons, on prend en l'occurrence ici Vidéotron, on n'en discute pas pour l'instant. Fait que ça va arriver quand? On ne le sait pas. On ne sait pas. Mais il y a d'autres enjeux, c'est-à-dire les enjeux, il y a d'autres enjeux. Mais entre-temps, est-ce qu'il y a des négociations avec Vidéotron pour atténuer, disons, la facture de diffusion pour le 609? Très peu. Je dirais oui, mais très, très peu. Donc, c'est pas demain matin qu'on va diffuser au 609? C'est peut-être pas demain matin, mais c'est pas... Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans 1 an? Est-ce que c'est dans 2 ans? Le 2 ans serait réaliste. Réaliste? Ah oui, pas avant ça? Oui. OK. Ouais. Bon. Et il faut comprendre que c'est-à-dire que là, quand tu mentionnais, puis que je suis d'accord avec ce principe-là, où ça devient une guerre politique, c'est-à-dire que tout se résume à une question d'argent. Le câblodistributeur, lui, ne veut pas trop sortir d'argent. Évidemment. Lui, il a un budget, il gère avec un budget en fonction de ses abonnements au câble, etc. Donc, c'est le CRTC qui aura le dernier mot. Si le CRTC dit à Vidéotron et les autres, vous n'avez pas le choix, ça coûte tant. Exactement. Et malheureusement, pour nous, le CRTC est dans un autre processus plus grand. Bon, parce que là, il y a des audiences là, bientôt. Là. Je pense que c'est au mois de janvier, février. Exactement. Mais quel type d'audience? C'est pour le local. C'est-à-dire que c'est la représentativité locale. Je vous donne un exemple.
Ça touche moins les grands centres comme Montréal, mais plus en région. Il y a une télé communautaire, supposons que je vous donne un exemple, à Rimouski, qui est Cogeco, qui a une télé communautaire à Rimouski, mais il y a aussi un TVA et un Radio-Canada local. Ce qui n'est pas le cas ici, là, parce qu'on est dans le Exactement, les grands centres de Montréal, donc tout est concentré à Montréal. Mais en région éloignée, c'est partout dans le Canada. C'est-à-dire que là, il y a des télés locales, comme nous, mais aussi des antennes locales, qui est TVA ou Radio CTV local, et eux doivent être encadrés. Le CRTC veut, je résume très rapidement, veut encadrer un peu cet aspect-là. Et nécessairement que nous, ça nous interpelle en tant que télévision communautaire locale. Donc, on va se prononcer. Donc, il y aura les audiences sont la fin janvier et début février. Évidemment que la Fédération sera présente pour faire valoir l'importance, pour pas faire en sorte que graduellement ou sous forme de réglementation quelconque, favoriser les grands réseaux pour le local, au détriment des télévisions locales. Bon, il faut faire une distinction parce que quand on parle de télévision communautaire autonome, la Fédération représente une quarantaine de télés comme celle-ci, des organismes à but non lucratif. Exactement. Alors que quand les gens regardent MaTV Montréal, MaTV Sorel, Québec, Cap-de-la-Madeleine ou Outaouais-Gatineau, ce sont des MaTV, mais qui sont gérés par Vidéotron. Ce pas des télés communautaires autonomes. Exactement. C'est-à-dire que c'est des télévisions communautaires que nous, on appelle des télévisions communautaires d'entreprise, gérées par une entreprise privée qui n'ont pas les mêmes intérêts. C'est-à-dire que la télévision communautaire d'entreprise, son seul intérêt, évidemment, c'est de gérer avec le budget qu'elle a, mais de faire de l'information locale, de favoriser la localité. Contrairement ici à un exemple, une télévision communautaire autonome, elle est gérée par la localité, pour sa communauté et par sa communauté. Est-ce qu'on pourrait voir un jour, un peu comme les radios communautaires qui, elles, diffusent sur des antennes? Tout à fait. Donc, tout le monde peut les capter. Et comme il n'y a plus de monopole aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait voir un jour, exemple, une télé comme ici, diffusée à la fois chez Vidéotron et à la fois chez Bell? C'est ce qu'on souhaite. C'est-à-dire, je vais préciser, c'est ce que je souhaite. Ouais. En tant que président de la télévision communautaire, des télévisions communautaires autonomes du Québec, je favorise et ma conception des choses est très près de ce qui peut exister des radios communautaires. Les radios communautaires, elles, se développent tranquillement, mais sûrement, mais sur une longue période. La télévision communautaire, elle, telle qu'on la connaît de façon autonome, comme la nôtre, comme TVHR ici, et comme la nôtre, et comme 40 autres au Québec, c'est-à-dire que c'est beaucoup en lentille, c'est-à-dire se développe sur quelques années, et là, bien, pour toutes sortes de raisons réglementaires, parce que les fournisseurs, les câbles distributeurs, eux, pour toutes sortes de raisons, pour des raisons très, très personnelles et par intérêt seulement, se trouvent à couper le financement, donc à fragiliser un peu le modèle des télévisions communautaires. Je pense, personnellement, je crois que le modèle pourrait s'apparenter au sein des radios communautaires. L'argent, évidemment, c'est toujours le nerf de la guerre, surtout quand c'est un organisme à but non lucratif. Bon, nous-mêmes, ici, on le voit depuis, 2-3 ans maintenant, avec l'arrivée du télébingo, ce qui a permis une forme de pérennité pour les opérations, ce qui a peut-être permis, entre autres, d'acheter des caméras HD, comme on le voit en ce moment. C'est un exemple. C'est un bel exemple. Aujourd'hui, sur les 40 télés communautaires autonomes, il y en a combien qui se financent avec des télébingos? Les derniers recensements, c'est à peu près une 27, 28. 27, 28 sur 40? Oui. Donc, demain matin, il n'y a plus de télébingo, là. Il y a un paquet de télés communautaires au Québec qui sont dans le trouble. C'est-à-dire qu'ils sont fragilisés. De beaucoup, là. Exactement. Il faut comprendre que c'est une source d'autofinancement. C'est-à-dire que le câble distributeur, parce que faut donner à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que Vidéotron, malgré les critiques, est très généreux pour ses TCA. Contrairement peut-être à d'autres câbleaux, où ils vont donner d'autres services. Ils vont donner des services, mais peut-être pas en argent. Donc, on n'est pas dans un monde idéal. Est-ce qu'il y a des plus et des moins dans un, des plus et des moins dans l'autre? Mais il faut comprendre que puis c'est pas d'hier, hein? C'est depuis 40 ans, une quarantaine d'années. J'ai un collègue à Gatineau, Basse-Lièvre, qui, elle, fait son bingo, si je ne me trompe pas, existe depuis 45 ans, fait peut-être du bingo depuis 30 ans. Et puis là, je le lance comme ça, mais ça fait très longtemps. Bon. Et aussi, quand on parle de financement, parfois, il y a certains programmes gouvernementaux de subvention qui sont disponibles, dont un là, qui s'appelle le PCN. Oui, c'est le programme, c'est le plan culturel numérique. C'est un nouveau plan et ce n'est pas unique aux médias communautaires. C'était pour les radios dans un premier temps ou aussi sur d'autres volets. C'est initié par le ministère de la Culture et des Communications.
Et ça, c'est un plan culturel, c'est à peu près, je dirais, 970 000 $, près d'1 million, qui sont donnés spécifiquement pour les télécommunautaires, sur 3 volets, c'est-à-dire permettre l'archivage, donc subventionner l'archivage, parce qu'il faut comprendre qu'en région... Il faut numériser beaucoup, hein, c'est ça. Exactement. Il faut comprendre qu'en région, beaucoup produisent encore sur cassette. Ah oui, ça existe encore, ça, sur ruban? Oui, exactement, sur ruban, comme tu disais. Et ce programme-là de subvention permet de numériser, en fait, tout l'archivage, parce qu'il y en a qui ont ça depuis 20, 30 ans. Donc, on numérise les archives et les 2 autres volets? Les 2 autres volets, c'est d'améliorer les sites Web pour qu'ils soient multiplateformes, tablettes et ordinateurs, ou même téléphone intelligent. Et le dernier, c'est de créer une application sur les téléphones, évidemment, téléphones intelligents et tablettes, pour faire, en fait, de l'information. Un peu comme on voit maintenant avec TC, avec la Presse Plus. C'est un bel exemple. Des choses comme ça. Donc, de permettre de subventionner un peu ces choses-là. Sylvain Casavant, merci beaucoup. Ce fut un plaisir et on souhaite longue vie aux télévisions communautaires autonomes. Bien, on est là pour ça. À la Fédération, on est là pour ça. Merci. Salut. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. On est dans le temps des fêtes, bien évidemment. Collecte des sapins de Noël. Il y aura 24 sites de récupération jusqu'au 10 janvier 2016. On vous rappelle qu'on va vous présenter toujours l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu avec des extraits du conseil municipal des dernières semaines. Télébingo, 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000. C'est toujours le dimanche matin à 9h30 en direct. Les coordonnées de la télé, si vous désirez me joindre, toujours par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Et simplement vous dire que nous, c'est notre dernière production originale avant le congé des fêtes. Après ça, on va se retrouver de l'autre côté le mercredi 13 janvier 2016 avec du nouveau matériel. Et au cours des prochaines semaines, vous allez bien sûr voir un peu les meilleures entrevues de la dernière année. Donc, on vous invite à être attentifs. Et je vous rappelle que l'émission que vous regardez en ce moment est maintenant enregistrée avec des caméras haute définition. Si vous nous regardez au 09, il y a une petite amélioration. Et si vous nous regardez sur Internet en version YouTube, on est vraiment pleinement HD. Joyeux temps des fêtes. On se retrouve de l'autre côté. Bye-bye.